écart. Et ça m'a permis d'aussi bien m'améliorer en anglais, d'être à l'aise dans un contexte multiculturel. Et par ailleurs, bon, je continue à réfléchir à ce projet d'éolienne qui avait eu ses limites, et c'est aussi comme ça que je me suis intéressé à l'entrepreneuriat social. Donc j'ai voulu monter ma césure depuis là-bas. Et donc un de mes projets, c'était d'aller sur un autre continent, quoi, pour voir complètement autre chose, aussi personnellement, mais pouvoir acter dans un stage plus porteur de sens, donc pouvoir découvrir l'entrepreneuriat social. Donc également, je me suis rapproché d'Antoine Denisard, et au fil des discussions, finalement j'ai candidaté, et j'ai fini par aller à Naga Earth dans le cadre du programme ACT. Donc Naga Earth, c'est une entreprise sociale qui est au Cambodge, à Siem Reap, et qui recycle les huiles de cuisson usagées des restaurants pour faire du biocarburant et du savon. Donc, cool, Guillaume nous a un peu parlé de leur parcours associatif avec Solidarec. Alors moi, c'était plutôt une Actors NCQ. Donc, vous devez connaître, mais c'est dans cette association que j'ai découvert le fameux concept d'entrepreneuriat social. Concept que j'aurais du mal encore aujourd'hui à bien définir. Et c'est avec cette association que j'ai participé à différents projets, dont le projet Easy Ski, que j'ai dirigé pendant 1 an. Et donc voilà, donc j'étais curieux de découvrir les initiatives d'entrepreneuriat social dans l'accès à l'énergie. Et donc c'est dans cette direction que j'ai orienté ma saison. J'étais aussi parti à la fin de ma première année dans le cadre d'un stage interculturel aux Philippines, faire du volontariat. Et j'ai beaucoup aimé l'Asie du Sud-Est. Les Philippines et de manière plus générale l'Asie du Sud-Est. La nourriture, la race, la chaleur constante, la pollution dans les grandes villes. Tout ça, j'ai vraiment adoré. Et voilà, donc j'ai vraiment cherché dans cette direction. Et j'ai découvert le programme ACT, pour lequel j'ai postulé. Et donc je me suis retrouvé en septembre, après 3 mois passés en Indonésie dans un autre stage, je me suis retrouvé en septembre à Naga, dans la même entreprise que Guillaume. Donc Guillaume, on va vous l'expliquer, mais Guillaume est arrivé en février. Et moi je suis arrivé en septembre. Et ensuite j'ai fait un deuxième stage avec ACT dans le nord-est du Cambodge avec l'entreprise Bambouza. Et l'entreprise Bambouza, donc, elle utilise du bambou pour faire différents produits, des produits pour l'agriculture, des produits pour la construction et des produits pour l'énergie. Et donc voilà, donc j'ai travaillé jusqu'à août et je suis revenu ici en septembre pour ma contrainte. Pour ma part, quand je suis arrivée à l'ECUP, comme Guillaume et Paco, j'ai intégré un projet à Solidarir en première année. Donc c'est pas le même, moi c'était prévu. J'ai continué à m'engager en deuxième année en prenant une place au bureau sur le pôle international. Et c'est à ce moment-là que je commençais à me poser, alors à penser à ma césure, et aussi à me poser des questions sur ce que je faisais ici à l'école et là où ça allait me mener. J'avais l'impression de faire 2 choses en parallèle qui ne se croisaient pas, qu'on défendait des valeurs en association et qu'on faisait du travail en école d'ingénieur, mais je n'arrivais pas à retrouver le lien et comment retrouver ces valeurs dans un métier d'ingénieur. Et c'est du coup, c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert CBA. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une conférence il y a 2 ans qui s'appelait Un regard nouveau sur l'accès à l'énergie. Donc, petit à petit, j'ai découvert CBA et c'est comme ça que j'ai eu envie de participer, de candidater au programme ACT et de faire un stage dans l'entrepreneuriat social au Cambodge pour retrouver un peu plus de fond dans ce que je pouvais faire en tant qu'ingénieur. Donc finalement, moi j'ai été stagiaire dans une entreprise qui s'appelle Coco Khmer, qui fait toujours de l'huile de coco et qui en transforme une partie en biocosmétique. Donc ça se passe aussi au Cambodge, dans la capitale, à Phnom Penh. Donc maintenant qu'on s'est présenté, nous, à peu près, à qui nous sommes, avant d'aller plus loin sur notre expérience, je propose de refaire un point un peu sur ce qu'est le programme ACT, ce qu'est CBA, parce que certains d'entre vous ont peut-être déjà les idées un peu très claires dessus, d'autres découvrent peut-être moins. Donc,
Le programme ACT, c'est un programme de stage qui s'est développé, qui est parti du constat qu'il y a des initiatives qui se passent dans les pays en voie de développement, des entrepreneurs qui essaient d'avoir un impact social, mais qui, des fois, à leur échelle, ont besoin de soutien notamment de consultants, mais qui n'ont pas encore les moyens de payer les services d'un consultant senior, mais que certaines missions peuvent être portées par des étudiants qui sont accompagnés, et c'est comme ça qu'est né le programme. Donc un des objectifs est d'appuyer des entrepreneurs sociaux dans les pays en voie de développement, et second objectif est aussi de former les ingénieurs de demain, des futurs ingénieurs qui seront conscients de leur environnement, que ce soit d'un aspect vraiment environnemental ou bien social. Et voilà, donc c'est avec ces deux objectifs qu'est né le programme ACT. Donc le programme ACT inclut 4 acteurs principaux. Il y a l'entrepreneur social qui accueille le stagiaire, qui nous a tous accueillis, on va dire chaque entrepreneur social différent. Il y a CVA qui est là pour veiller au bon fonctionnement du stage. Alors il y a un suivi hebdomadaire de l'étudiant. Il soutient l'étudiant dans ses missions, dans ses réflexions, dans sa prise de recul. Et CVA veille aussi à ce que tout se passe bien du côté de l'entrepreneur. Donc il y a aussi un suivi de l'entrepreneur. Il y a la Fondation INP qui soutient de manière globale ce programme, comme l'a expliqué Valérie au début. Et puis il y a bien entendu l'étudiant, peut-être vous, ça a été nous, l'étudiant qui est là au sein de l'entreprise pour porter ses missions et essayer de contribuer, d'appuyer l'entrepreneur dans sa recherche d'impact social. Donc maintenant Paco et moi on va vous raconter ce qu'on faisait au quotidien dans le cadre du travail avec l'entrepreneur, en se focalisant sur les aspects qu'on a trouvé très intéressants. Et voilà, je vais commencer par le premier aspect. Alors pour vous illustrer, moi je vous ai dit que je travaillais avec Bambouza, qui utilise du bambou pour faire différents produits. Donc après la présentation de l'entreprise, ça c'est une photo que j'ai prise l'après-midi du premier jour. Donc j'étais déjà en train de travailler sur une palissade en bambou. Donc je me suis dit très bien. Et le troisième jour, c'est une autre photo que j'ai prise, je me suis retrouvé à réparer un régulateur, un générateur d'électricité. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et le troisième jour, alors là, comment ? Ah oui, le septième jour. Le septième jour, j'étais animateur d'un apprentissage des premiers secours pour les travailleurs. Et donc en fait, j'ai compris que j'avais fait pas mal de choses pendant cette semaine et au final, elle était à l'image de mes 6 mois passés avec Bambouza, à faire pas mal de choses différentes. Alors qu'à Naga, j'étais plus en accompagnement opérationnel, donc je faisais de la production, là j'étais plus dans un accompagnement stratégique. Bambouza, c'est une jeune entreprise qui développe plein de produits. Pendant mes 6 mois, elle est passée de 30 employés à 50 employés. Et donc je faisais pas mal de recherches pour orienter le développement des produits. Ensuite Nelly. Alors ça c'est une fontaine en bambou, donc ça c'était pendant mon temps récréatif. Oui, c'était plus. Ça aussi, ça c'était le développement d'un savon à base de bambou que j'ai fait avec l'aide de Nelly. Et ça, donc ça c'est, j'ai fait pas mal d'événementiels, j'ai accompagné l'entrepreneur. En l'occurrence, c'était un salon, mais j'ai accompagné à des rendez-vous avec des investisseurs, des partenaires, des clients. Donc il y a aussi une grosse part d'événementiel et de communication. Donc vous l'avez compris, ça a été plein de missions variées. Et on va retrouver cette diversité entre les étudiants, entre les missions des étudiants. Donc Nelly vous a dit qu'elle a travaillé à Coco Khmer, elle a participé à la fabrication d'huile de coco bio en tentant d'optimiser le procédé. Guillaume, avec Naga, donc il était en charge de la production quotidienne de biodiesel à partir d'huile de cuisine recyclée. Il a également fait du développement d'activités de recyclage. Là, on peut retrouver Guillaume et Clément qui est là-bas, qui ont travaillé pour CVA. Donc, ils ont travaillé sur le programme ACT avec CVA et ils ont fait des missions d'audit dans l'accès à l'énergie, si je résume bien.
juste pour compléter, mais en fait, le village solaire qu'on a vu dans la vidéo, à un moment, Cécile explique que donc, CVA avait pour mission de faire l'évaluation d'impact. Donc moi, j'ai participé en fait à l'évaluation d'impact du village solaire sur lequel avait travaillé Paco. C'est-à-dire qu'on a dû préparer les questionnaires, l'étude, etc. On l'a réalisé sur place, on a été donc collecter les données pendant 3 jours sur le terrain. Et ensuite, on a analysé ces données-là et on les a rendues compte dans un rapport pour la fondation et puis pour tous ceux qui peuvent venir. Voilà. Et ça, c'est Julien qui a travaillé pour Énergie Solutions, plus dans la gestion de projet. Là, vous pouvez le voir sur une mission terrain, en train de faire de la maintenance de machines. Et enfin, il y avait Paco. Du coup, moi j'étais aussi à Énergie Solutions, mais j'étais dans la partie plus gros système, comme on appelle, c'est-à-dire design de gros systèmes de solaire qu'on vend souvent pour soit des écoles qui ont besoin d'électricité pour l'éducation, soit pour des hôtels qui veulent réduire un petit peu leur facture énergétique ou plus, et assez souvent aussi leur empreinte carbone à cause du réseau électrique du Cambodge. Et comme l'a dit Rémi, il y avait ça, les 3 quarts du temps, j'étais derrière mon PC à faire du dimensionnement et tout ça, mais il y avait beaucoup d'autres moments où j'ai fait des choses très différentes. D'abord, il y avait le design, mais après, quand il fallait installer, il fallait s'occuper des équipes, prévoir l'approvisionnement de toutes les pièces, gérer tout ça. Ou alors, même pendant le visage solaire, par exemple, c'était juste. Je me suis retrouvé pendant une semaine à porter des batteries et à les installer dans 80 maisons pendant une semaine avec un assistant Khmer, avec qui je ne pouvais pas parler parce que je parlais pas Khmer. Et on essayait de se comprendre comme on pouvait pendant une semaine. Une expérience assez variée qui en fait nous amène à un point qu'on voudrait développer, c'est l'autonomie auquel on est confronté pendant ce genre de stage, parce qu'en fait on va faire beaucoup de choses différentes et comme c'est des petites structures, forcément il y a beaucoup il faut faire répondre à plein de choses en même temps qui peuvent se passer et plein d'axes de développement auxquels il faut répondre assez rapidement. Sauf que le problème, c'est que l'entrepreneur qui a certes une spécialité ou une éducation n'a pas forcément toutes les compétences. Et du coup, quand il vous donne une tâche, quand il y a une tâche à réaliser, il va falloir vous-même aller chercher cette tâche, moi-même en tout cas, aller comprendre, chercher des informations sur Internet ou chez d'autres gens, ou parler avec d'autres gens, pour un petit peu apprendre cette tâche et la réaliser le mieux possible, en essayant de la réaliser le mieux possible. Et en gros, ça nous a créé une sacrée autonomie parce que, et une responsabilité aussi, parce que finalement, l'entrepreneur, il compte sur toi pour avancer et il n'y a personne d'autre qui peut le soutenir là-dessus et c'est à toi de le faire et c'est à toi de porter la tâche jusqu'au bout. Moi, je me rappelle un moment où ça m'avait marqué, c'était je crois la 2e semaine où j'étais arrivé, j'étais retrouvé sur la maintenance d'un gros système et il me manquait une pièce parce qu'on s'est aperçu que ça ne marchait pas parce qu'il manquait une pièce. Du coup, il y a mon maître de stage et 2 personnes que je connaissais finalement qui sont parties pour me laisser avec l'équipe d'installation Khmer. Et je les voyais faire et je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu perdu et j'ai dû un petit peu réagir le mieux que j'ai pu pour essayer de comprendre ce qui se passait et d'appréhender ce qui allait se passer à la suite en attendant que mon maître de stage revienne. Oui, donc il y a beaucoup d'autonomie dans toi, comment tu vas faire ce que tu dois faire. Et moi, au-delà de ça, j'ai même retrouvé de l'autonomie dans savoir ce que je devais faire. Comme il a dit, les entrepreneurs, ils font toujours pas mal de choses. Ça va dans tous les sens, ils passent rapidement à l'action. Et moi, ça se retrouvait aussi sur les missions qu'ils me donnaient. Des fois, ça pouvait être juste j'ai fait une réunion avec un investisseur, est-ce que tu peux faire des recherches sur le biochar? Et je ne savais pas ce que c'était, mais j'allais pas avoir beaucoup plus d'informations et c'était à moi de prioriser mes tâches, c'était à moi de définir le besoin de l'entrepreneur, jusqu'où je devais aller ma recherche, où je devais m'orienter. Et donc moi, oui, je trouvais que l'entrepreneur me faisait confiance pour même savoir ce dont l'entreprise avait besoin. Voilà. Et voilà, donc on est en autonomie, mais on n'est pas pour autant laissé tout seul. Donc on peut faire appel à CVA. Nous avons un Skype,
on pouvait s'entretenir, on s'entretenait une fois par semaine avec CVA pendant 1 heure, voire 1h30. Et c'était une occasion de raconter ce qu'on avait fait pendant la semaine, parler un peu des difficultés qu'on avait rencontrées. Et on obtenait également un retour sur ce qu'on avait fait et des pistes, des solutions pour répondre aux difficultés rencontrées. Donc c'était très intéressant et c'était d'autant plus nécessaire qu'on est arrivé dans un environnement qui était nouveau. Donc parfois ça peut être assez déstabilisant, une nouvelle culture, beaucoup d'isolement. Et donc c'était vraiment très intéressant d'avoir cet accompagnement de CVA une fois par semaine. Ouais. Moi, ce que je retiens de cet accompagnement, en fait, c'est surtout, c'est ça, forcément une sorte de cadrage qui vous guide tous les jours, enfin toutes les semaines en tout cas, sur votre travail et comment avancer si vous avez des questionnements et tout ça. Mais aussi, en fait, juste le fait de passer 1 heure, finalement, à parler de ton travail avec quelqu'un, c'est assez rare. Et c'est quelque chose que moi, en tout cas, qui m'a vraiment apporté, qui aurait pu être un peu n'importe qui, mais juste le fait d'en parler et de réfléchir avec quelqu'un sur ton travail à toi et sur comment progresser, ça t'ouvre les yeux sur plein de choses. Genre, vous avez vu une de mes collègues pendant la vidéo sur pendant le village, et à ce moment-là, je pense pendant le village c'était assez crispé, c'était fatigant, il faisait chaud, il fallait faire plein de trucs et tout ça, et j'ai un peu explosé sur elle à cause d'une chose qu'elle m'avait dit, mais qu'elle avait pas fait, enfin bref, une connerie. Et juste le fait de le dire en fait à quelqu'un, même quand je le dis maintenant, j'ai l'impression que c'est stupide. Enfin, juste le fait de l'avoir dit, en fait, finalement, ça a rendu cette chose totalement stupide et j'ai compris pourquoi il fallait pas que je fasse ça et comment il fallait faire. Et voilà, juste le fait de réfléchir. Et du coup, ça te fait progresser d'autant plus, je trouve. Parce qu'il y a peu de stages, peu d'environnements où il y a vraiment cette réflexion sur ton travail et sur comment tu vas avancer. Et donc, tous ces accompagnements et tous ces ressources mises sur nous, pour le bénéfice des populations locales ou au moins environnementales au Cambodge. Moi qui étais dans une entreprise qui pouvait ressembler un peu à, on va dire, à une entreprise qui peut exister en France, c'est-à-dire je réponds à des appels d'offres pour installer des panneaux solaires un peu n'importe où, pour différentes choses. J'ai vraiment ressenti ça en fait. Enfin, c'est bizarre, enfin, je pense que c'est assez étonnant à dire. D'abord parce que la structure, le fait, tes collègues, tout ça, ont cette optique de travailler pour changer quelque chose, pour bouger un petit peu les choses, mais aussi parce que les clients et ceux qui viennent te voir sont aussi dans cette optique-là. C'est-à-dire que moi, je rencontrais des ONG, toutes les 2 semaines, je rencontrais des ONG pour installer des panneaux solaires sur une école qui était perdue dans un village et qui essayait de développer les enfants, d'éduquer les enfants, pardon. Ou alors des hôtels, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui essaient de réduire leur empreinte écologique. Donc dans ce point de vue-là, mais j'ai aussi eu une réaction beaucoup plus... Enfin, j'ai vu mon impact beaucoup plus proche lorsque, toujours ce village solaire, lorsqu'à la fin du village solaire, ça peut paraître cliché, et je pense que vous avez trouvé un petit peu cliché cette vidéo au début, je trouve, mais... En tout cas, quand je me suis baladé à la fin, et que j'ai vu des lumières allumées, et des gamins qui bossaient, bizarrement, qui bossaient, c'était genre assez extraordinaire, totalement extraordinaire. Oui, donc on est témoin de l'impact du travail qu'on effectue au quotidien. Et en plus de ça, on va être au contact de personnes inspirantes. Donc travailler aux côtés d'entrepreneurs qui sont engagés socialement, environnementalement. Ça c'est très intéressant, c'est très inspirant. Tim, le directeur de Naga par exemple, qui dirigeait une grande usine aux États-Unis, avant de tout lâcher, de partir au Cambodge, monter sa boîte sociale pour produire du biodiesel. Donc c'est des gens qui vont travailler tous les matins avec des engagements et évoluer à leur côté. C'est quelque chose qu'on a trouvé très, très marquant. Des relations professionnelles inédites. Quand je suis arrivé à Naga, une des particularités du stage, c'était, on m'avait dit, bon, un des challenges, c'est que tu vas passer beaucoup de temps avec l'entrepreneur. Tu vas travailler toute la journée avec lui. Donc en effet c'était ça, et ensuite je suis arrivé à Bambouza, et là je travaillais toute la journée avec l'entrepreneur aussi, mais je vivais également avec lui et avec les quelques autres collègues. J'ai mis cette photo parce que là vous pouvez voir mon bureau, là où je travaillais, et donc c'est sur le terrain de bambou, bien sûr. Et derrière vous pouvez voir mon lit, la banquette rouge. Et à côté c'est la banquette de mon boss. Donc voilà, donc il y avait
ce mélange de vie professionnelle, vie personnelle à gérer au quotidien, qui était très intéressant, parce que, oui, j'ai pris cet exemple, c'est un peu comme quand on part en vacances avec sa copine, son copain, on est tout le temps avec, et dès qu'il se passe quelque chose, en fait, on le ressent encore plus, c'est beaucoup plus intense, donc dans les bons moments, dans les mauvais moments, et il y a cette gestion de la relation au quotidien qui est assez particulière. Oui, donc ça c'est un bon moment, par exemple. C'était à la dernière soirée, donc c'était les quatre, on était quatre à vivre sur le site. On passait tout notre temps ensemble. Et aussi, ça pouvait être des activités un peu plus ponctuelles. Là, vous pouvez voir Guillaume avec Tim et les autres employés faire du vélo autour d'Angkor-Wat. Donc c'est ce genre d'activité qui fait qu'il n'y a pas de frontière entre la relation professionnelle et la relation personnelle. Tout est mélangé, c'est quelque chose à devoir gérer. Ouais, j'avais un peu ça aussi, même si j'étais pas perdu dans la jungle comme Rémi, et que j'étais dans une grande ville, enfin dans la capitale du Cambodge, donc Phnom Penh. En fait, un truc qui est important, c'est que quand tu arrives dans un pays étranger pour du travail, et il faut se dire, en tout cas au Cambodge, il y a beaucoup de gens qui sont comme toi, qui sont arrivés pour du travail, beaucoup d'expats en tout cas dans ma boîte, et même les Cambodgiens, ils sont attentifs à ça, ils savent que tu es venu pour travailler, et du coup ils savent que c'est un peu le seul point d'accroche que tu as finalement, enfin l'entrée dans la vie sociale, ça va être ton travail aussi, quoi. Et du coup, à cause de ça, tu commences à créer tes relations pour ton travail, donc toujours être avec eux, et ça crée des liens forts. Moi je me rappelle, j'allais faire de l'escalade avec mon maître de stage, j'allais boire des coups avec mon maître de stage 3 fois par semaine. Enfin voilà, j'étais presque tout le temps avec eux et tous les gens qui travaillaient, et même une fois ça m'est arrivé de partir en vacances avec mon maître de stage et décider de rentrer 2 jours plus tôt, parce qu'il y avait un appel d'offres qui venait de sortir d'une entreprise et qui avait l'air super intéressant, et qu'on s'est dit, bah ouais, non, il faut qu'on réponde à ça, ça a l'air vachement important pour la boîte, ça pourrait être une bonne opportunité. Donc on est retourné 2 semaines avant, enfin 2 jours avant, faire un petit appel d'offres. Tout ça pour vous dire que le Cambodge, pas que le travail. Et ben, tu fais quoi? C'est pas que du travail. Non. Donc voilà, ça peut vous sembler très sérieux tout ça parce qu'on a beaucoup parlé de travail, on a eu des tâches variées, on a parlé un peu de notre relation avec l'entrepreneur, mais on voulait aussi parler quand même du Cambodge parce que c'est aussi un contexte qui est difficile à imaginer. Donc moi, ce que je voudrais vous présenter déjà, une des choses qui m'a marqué dès le début, finalement c'est l'exotisme, c'est la découverte d'une nouvelle culture, donc une des choses qui m'intéressait aussi particulièrement. Donc par exemple, l'anecdote que j'ai envie de vous raconter, c'est quand je me suis inscrit et qu'on m'avait validé que j'allais arriver là-bas, on m'avait envoyé un petit document, on m'avait prévenu pour rejoindre CVA. En arrivant à Phnom Penh, on m'avait dit, sur le descriptif, il y avait marqué tu prends un tuk-tuk, tu payes $6, tu demandes le marché russe et on t'emmène. Donc moi j'étais ok, d'accord, je prends un peu des dollars et tout. Moi je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais mes grosses valises. Je sors de l'aéroport, bon effectivement il y avait un tuk-tuk, donc je monte dans le tuk-tuk, allez on envoie tout sur le tuk-tuk, donc derrière la petite moto, bien chargée. Il m'amène au marché russe, donc j'étais au marché russe, je savais pas comment faire, mais en fait là-bas on se rend compte qu'il y a pas mal de facilités pour on va dire la logistique, enfin les commodités plutôt. Et donc on peut acheter une carte SIM, j'ai pu acheter rapidement une carte SIM, je peux le mettre directement dans mon téléphone et j'appelle Antoine. Donc qui était juste à côté, il vient me chercher et il me dit est-ce que tu as fait bon voyage, est-ce que tu veux boire un coup, je t'offre une coconut, enfin une noix de coco. Et je dis ouais super, une noix de coco, allez on est au Cambodge. Et là il achète des noix de coco, mais je dis mais c'est quoi ça? Et en fait, j'étais super surpris, encore une fois, parce que les noix de coco, je pensais que c'était petit et marron et que le jus était sucré. Et en fait c'était gros et vert et c'était comme de l'eau. Et voilà, ça c'est une surprise, ça semble anodin, mais en fait, dans ma vie quotidienne, au cours des semaines, j'en avais des surprises, j'allais de surprise en surprise, et moi je trouvais ça juste extraordinaire. Quand j'allais au travail le matin, je prenais mon vélo, je voyais le livreur de glace, dans des gros pains de glace qui étaient coupés sur le bord de la route pour mettre dans les glacières.
Après, il y avait le vendeur de bananes grillées sur sa moto qui est avec un barbecue juste à côté. Ces choses-là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment à voir en fait. C'est vraiment le voir pour le croire. Donc l'exotisme aussi, ça fait partie de l'expérience. Et c'est assez unique. Et le Cambodge, pour moi, autre chose qui m'a marqué, ça a aussi été des rencontres, enfin, un peuple. Je voulais juste rajouter un petit point. Non, qu'est-ce que je voulais dire moi dans mon cas, donc il y a eu des stages principalement à Phnom Penh, il y a eu un dans l'Est, dans la jungle du Cambodge. Moi j'étais à Siem Reap, et juste, si vous ne connaissez pas le Cambodge, Siem Reap, qui dit Siem Reap en fait qui dit les temples, parce que les temples d'Angkor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un vestige très important d'une civilisation ancienne. En fait c'était le foyer de population le plus important au monde à l'époque médiévale. Donc ils ont quand même laissé des temples assez impressionnants. Et donc souvent, en fait c'est la destination numéro 1 des personnes qui voyagent en Asie du Sud-Est. Donc on est clairement privilégié quand on fait un stage là-bas. Et surtout quand on connaît des gens qui ont habité là-bas depuis 10 ans et qui connaissent tous les bons petits plans. Donc voilà, c'est aussi un aspect pour la vie perso après travail qui est très intéressant. Voilà. Ouais. Et du coup, au Cambodge, j'ai aussi découvert, on m'avait prévenu, on m'avait dit, Cambodgiens sont des gens très souriants. Et bien en effet, j'ai découvert un peuple chaleureux et accueillant. On l'a vécu à plusieurs occasions, mais pour moi, les rencontres les plus fortes que j'ai faites, c'est celles dans l'entreprise où j'étais. Parce que je suis arrivée au Cambodge, j'ai rencontré mes boss, et qui sont aussi des occidentaux. Ils m'ont dit, voilà, dans l'entreprise, il y a 20 employés qui ne parlent pas anglais. Je me suis dit, ok, comment ça va, c'est bien, mais est-ce qu'on va réussir à échanger, etc. Et je suis arrivée le premier jour, sans savoir comment ça allait se passer. Et finalement, directement, les échanges ont commencé à base de sourires, de gestes, de rire aussi, des fois de petites moqueries. Par exemple, la première fois que j'ai dû casser une noix de coco avec une grosse hache, et que j'y arrivais pas évidemment, parce qu'il faut quand même taper fort, voilà, ça partait en éclat de rire. Et les échanges se sont faits comme ça. Au bout d'une semaine, on m'invitait à aller manger le midi chez l'employé qui habitait juste à côté. Et voilà, même sans savoir quoi se dire, après voilà, moi je parlais quelques mots de khmer, quelques mots d'anglais, mais très basiques, sans savoir parler verbalement, on arrivait à échanger, à sourire, à se retrouver, après à fêter nos anniversaires ensemble, voilà, des moments forts, alors qu'on partait de rien. Et c'est cette dynamique-là qu'on a encore ressenti, cet accueil et cette chaleur qu'on a retrouvée après dans les rencontres qu'on a pu faire, plus courtes, souvent le temps d'un week-end ou de vacances, où on rencontrait des Cambodgiens localement, et on avait toujours l'impression qu'il y avait une porte ouverte. Comme sur la deuxième photo. Ouais, en fait, la deuxième photo, c'est moi qui l'ai prise. C'est un autre exemple pour illustrer un ami de l'UTT qui m'invitait régulièrement. Enfin, j'allais le voir dans sa petite famille. Et donc, je rebondis complètement sur ce que disait Nelly. Dans mon entreprise, il y avait aussi un Khmer qui ne parlait pas anglais. Et au final, on apprend à dire bonjour, ça va, des sourires. Et en fait, c'est surprenant quand on peut communiquer sans parler la même langue. Voilà, on se sent tous bien avec le peuple khmer. Un autre aspect aussi qui m'a plu, c'est de côtoyer le monde des ONG. Donc avant de développer ça, je voulais juste vous remettre un petit peu dans le contexte du Cambodge, qui a en fait un passé assez triste, parce qu'ils ont connu la guerre civile finalement il n'y a pas si longtemps que ça, avec le régime Khmer Rouge. Et donc il y a beaucoup de pauvreté. À l'époque, surtout quand les frontières se sont plutôt on va dire réouvertes dans les années fin 90-2000. Donc bon, la pauvreté elle n'est pas complètement, on va dire, elle n'est pas éradiquée, mais il y a déjà un travail énorme qui a été fait déjà pour répondre à la situation un peu catastrophique. Principalement, je pense des ONG qui ont été créées par des Occidentaux pour l'accès à l'éducation, pour avoir des conditions d'hygiène
plus respectable ou pour la lumière plus propre, les sources d'énergie plus propres qu'on a vu avec Paco. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui se lancent. Il y en a beaucoup qui sont lancés, il y en a encore beaucoup qui se lancent. Donc maintenant c'est aussi vrai, il y a des ONG, mais il y a aussi de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat social en fait partie, c'est très important. Après, j'ai même vu tout type de business, on va dire, s'ouvrir régulièrement, toutes les semaines, bon, peut-être pas toutes les semaines, tous les mois j'ai vu des restaurants ou des hôtels s'ouvrir. Ils ne réussissent pas tous, mais on côtoie des gens qui ont des idées, on côtoie des gens qui ont envie de faire des choses, et ça finalement ça marque. Qu'est-ce que je voulais dire là? Là les photos c'est moi qui les ai prises, c'est pour illustrer. Notre moment privilégié pour rencontrer des gens, c'était donc là où on voit les jeunes qui parlent, c'était dans un espace de networking, une soirée de networking pardon, dans un espace de coworking où en fait ils organisent des soirées pour présenter le travail d'une ONG en particulier, et donc là on avait la présentation de jeunes défavorisés qui avaient de base qui vivaient dans une famille pauvre mais qui avaient été sélectionnés comme fort potentiel et en quelque sorte surentraînés, de tel point qu'à 16 ou 17 ans, ils montraient des capacités d'analyse vraiment ahurissantes, quoi. Tout le monde était scotché. Et donc voilà, c'est une des choses qui m'a marqué. À côté de ça, un peu dans le même registre, c'est le cirque, qui est aussi un incontournable maintenant à Siemrec, qui est en train de le devenir. Et c'est pareil, on prend des jeunes, des enfants qui ne sont pas forcément avantagés, et on les entraîne à faire des performances de niveau professionnel, donc dans l'art du cirque. Voilà, c'est un des exemples. Donc beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qui se passent, et voilà, c'est inspirant, c'est dynamique. Et si toutes ces découvertes se sont faites aussi spontanément, ça vient d'un contexte de vie qu'on a trouvé facile, qui m'a surpris à tel point tout se passait de manière fluide, tout est presque évident. Comme évoquait Guillaume au début, voilà, pour les transports, il est tout partout dans la rue. Est-ce que je veux aller au marché, je peux prendre mon vélo, ou s'il est crevé, que je veux aller plus loin, il y a un tuk-tuk qui est là à côté. Ou si je veux aller encore plus loin, si je veux aller dans la campagne, soit visiter l'ancienne capitale du Cambodge, qui est à 1 heure de Phnom Penh, ou alors visiter des campagnes à 200 km de là où je vis. Moi, je peux louer une moto et on y va. Ou alors il y a des bus de nuit. Enfin, tout se fait de manière spontanée. Pareil pour tout ce qui est cuisine. Je pense qu'aucun de nous a mangé très souvent chez eux parce qu'il y a la cuisine dans la rue qui permet d'aller découvrir la cuisine cambodgienne, ou alors plein de petits restaurants qui permettent de découvrir la cuisine des pays aux alentours, thaïlandais, vietnamiens. Et voilà, c'est tout un contexte de vie assez facilité qui a permis de faire des découvertes et de s'immerger directement dans le Cambodge, dans sa culture. Donc on va finir par faire un petit point sur, si on devait retenir une chose de toute cette expérience, autant professionnelle que personnelle, qu'est-ce que ça nous a fait, pourquoi ça nous a enrichi? Ouais, du coup je commence et pour moi vraiment le point de plan, je pense, le plus marquant, où j'ai le plus évolué et où j'ai beaucoup plus appris, ça va être sur la communication. Enfin sur les relations professionnelles et la communication dans les relations professionnelles. Parce que comme je vous l'ai dit, je faisais des erreurs tout le temps. Au Cambodge, c'est pas la même culture, les gens pensent pas comme toi, réfléchissent pas comme toi, et du coup il faut prendre d'autant plus de pincettes. Et du coup j'ai appris un petit peu à, on va dire, sortir de mes idées, de mon concept de vie, et de comment ça marche pour moi, aller un petit peu sur le côté et essayer plus de comprendre comment les autres faisaient pour penser. Et je pense que c'est ça qui m'a... Enfin, c'est comme ça que j'ai vraiment évolué au Cambodge, en tout cas, lors de ce stage. Moi, au retour, je me dis que déjà là-bas, j'ai essayé à être un peu plus humble, autant dans mes compétences pro, dire je sais faire des choses, mais je sais pas tout faire, que d'un point de vue personnel, d'être confronté à des gens qui n'ont pas la même réalité. Je dis que faut essayer d'être plus humble de façon générale au quotidien. C'est toujours facile. Donc ils ont choisi les super enrichissements, donc je me retrouve avec me connaître moi-même. Mais non, c'est quelque chose que j'ai choisi. Ça serait long à expliquer, mais
je pense qu'au final, comme dans tout voyage, tu bouges constamment, tu changes de zone de confort constamment. Je passais beaucoup plus de temps tout seul que le temps seul que je peux passer à Grenoble, où tout est prévu, tout est planifié. Tu vas manger toujours avec des gens, tu vas toujours en cours avec des gens, tu vas passer. Et donc j'ai passé beaucoup plus de temps tout seul et j'ai trouvé, c'est une sorte de méditation, mais j'ai trouvé que moi ça m'a fait beaucoup de bien. Et moi, pour compléter ça, on apprend, on se connaît mieux parce qu'on est amené à faire des choses, on se rend compte de quoi on est capable. C'est pour ça aussi que c'est en ça que je voulais illustrer prise de confiance en soi. Déjà professionnellement, parce que le premier objectif c'était d'aller aider des entrepreneurs. On se retrouve à effectuer des missions, comme expliqué Rémi. On nous donne des choses à faire et maintenant on est livré à nous-mêmes en quelque sorte. Il n'y a pas un corrigé, il n'y a pas de solution toute faite. C'est à nous de nous rendre compte des choses. Et on se rend compte que finalement, on se met à fond dans le sujet et on y va et on le fait. C'est pas toujours parfait. Et en fait, on progresse et on se rend compte qu'on est capable de faire des choses. Moi, dans mon stage, j'avais pas d'expérience, par exemple, particulière en marketing ou quoi que ce soit, mais il m'a dit à un moment, il faudrait qu'on aille voir des restaurants et qu'il présenter un peu notre projet pour récupérer plus d'huile de cuisson. Et finalement, je me suis lancé, je l'ai fait, et on a vu que ça avait des impacts positifs, donc c'est de fil en aiguille, on prend confiance. Il faut dire aussi, le soutien de CVA, il nous aide aussi à progresser. Donc ça nous booste. Et personnellement, c'est un peu la même chose, on rencontre des gens bien différents, on sort complètement du cadre, notre zone de confort, comme je disais, on sort de nos études, donc on se rend compte mieux de qui on est et de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Voilà, donc pour conclure, j'ai envie de dire maintenant, c'est à vous. Il y a quelques années, il y a 2 ans, en fait on était un peu pour la plupart dans votre situation. Donc on était à la recherche d'une césure enrichissante, beaucoup de découvertes. Et donc assez naturellement on a candidaté vers le programme ACT. Et je pense qu'aucun de nous dira qu'il a été déçu, bien au contraire. Donc les résultats sont très probants. On a donc un stage très très enrichissant et je pense que vous l'aurez compris sur de nombreux plans. Je pense qu'on s'est vraiment tous régalés à travailler sur des projets qui étaient vraiment intéressants, qui étaient vraiment porteurs de sens. Donc qui faisaient vraiment une différence, qui avaient un impact positif. C'est ce qui nous fait dire que c'est le tremplin idéal pour démarrer le métier d'ingénieur. Voilà. À vous de jouer. On vous remercie pour votre attention. On remercie donc la Fondation pour nous permettre de participer au programme ACT, à CVA, même s'ils ne sont pas là, merci quand même. Et maintenant, voilà, la parole est à vous. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à réagir. Vous êtes partis combien de temps du coup chacun? Du coup, nous 3, 6 mois, et puis Rémi, au bout 2 fois 6 mois, parce qu'il a fait 2 stages de 6 mois, mais chaque stage durait 6 mois. D'accord. Et C'est moi aussi. on a Clément aussi qui est en stage, qui saura répondre à vos questions. Ouais. La durée standard, c'est 6 mois, 5 à 6 mois. Okay. Là, vous avez fait ce stage parce que ça correspond un peu à vos valeurs, ça correspond à vos valeurs, et là, maintenant, quand vous allez chercher un PFE, vous allez vouloir faire quoi? Quelle question? C'est bien, on l'a eu à la fin, ça. Mais on peut le dire rapidement chacun. Moi, j'ai beaucoup aimé les Sud-Est. J'ai beaucoup aimé l'entrepreneuriat, mais par rapport à la formation que j'ai reçue à l'école qui est assez technique, j'ai eu du mal à trouver un stage technique dans l'entrepreneuriat social. Et là, finalement, je viens d'accepter un stage à Singapour dans la gestion intelligente de l'énergie. Donc, c'est pas une entreprise
dite sociale. C'est plutôt une entreprise clean tech, mais voilà par rapport à ce que j'ai fait aussi. Moi, ça m'a pris, enfin, en fait, c'était super, CDA, Énergie Solutions, partir faire un stage pendant 6 mois dans un contexte un peu différent, bien différent. Et par contre, ça m'a vraiment appris un truc, c'est que même si je faisais des panneaux solaires toute la journée, je faisais du dimensionnement et tout ça, moi, techniquement, ça ne me suffisait pas. Et du coup, j'avais vraiment envie de trouver un truc beaucoup plus technique pour mon PFE. Après, je garde toujours cette sensibilité aux questions énergétiques et notamment à la transition. Une urgence climatique qui nous arrive, qui arrive dessus. Et du coup, j'essaie de trouver un truc qui soit assez orienté recherche autour de ces questions-là, autour de l'amélioration des outils pour la transition énergétique. Moi, pour ma part, j'aimerais bien garder des thématiques de ce que j'ai pu voir à CDA. Aujourd'hui, je suis en train de rechercher plutôt des stages dans du conseil. Pas tout à fait les mêmes approches, mais voilà, un conseil en innovation. Et si possible en entrepreneuriat social, mais en France, parce que c'est des choses à faire. Voilà, c'est des recherches, mais je m'oriente quand même sur cette thématique que j'ai pu voir un peu plus avec CDA. Moi, en fait, ça me rappelle juste qu'il y avait un élément que je voulais présenter que j'ai oublié. Mais rapidement, voilà, parce que j'ai été stressé. Rapidement, quand on découvre le monde de l'entrepreneuriat et des ONG, on se rend compte qu'il y a des aspects, c'est pas les gentils versus les méchants. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, des aspects positifs, des aspects négatifs. Et je me suis rendu compte que finalement, il n'y a pas besoin d'être un entrepreneur social forcément pour faire les choses consciencieusement. Il n'y a pas besoin d'être. C'est pas parce qu'il y a un entrepreneur social qu'il a forcément. En fait, il veut forcément à faire quelque chose de, on va dire, de noble. Ou c'est peut-être que du marketing entre guillemets. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que je n'avais envie de m'engager dans des projets porteurs de sens, mais au sens large. Donc, par exemple, travailler dans la transition énergétique, pour moi, c'est déjà porteur de sens. Et rien ne t'empêche en plus de t'impliquer dans des associations sur ton temps libre ou même créer quelque chose plus tard. Mais pour l'instant, je pense que je vais rester sur quelque chose de peut-être un petit peu plus classique. Quoique j'ai bien aimé le côté entrepreneurial, donc je pense que je vais pas être sur les plus grosses boîtes, mais ça reste quand même classique. Je vais te répondre aussi, même si c'est du coup pour mon premier emploi. Moi, je vais continuer dans cette voie-là pour la suite. Après, c'est ça qui m'a appris un petit peu aussi avec Cyril, Cécile. C'est assez intéressant. Eux, ils ont d'abord eu un parcours, on va dire, normal avant de s'orienter vers ce milieu-là. Et au final, ce parcours normal aussi, leur a permis d'apprendre de nouvelles choses, de voir des choses différentes. Et donc, je suis aussi moins dans cette idée noir-blanc. Là, je cherche pas forcément dans le social, même si à terme, j'aimerais bien aller dans ce domaine-là, voir dans les métiers de l'humanitaire aussi. Sachant que, si je peux compléter, sur les étudiants qui sont partis dans le cadre du programme, 2 ont poursuivi clairement dans la consultance pour entrepreneurs sociaux, puisque c'est Antoine Denizard qui a été le premier à partir sur le programme ACT, et Mathieu Granger qui est embauché CEVA depuis 1 an maintenant. Donc voilà, il y en a deux qui ont continué là-dessus. Théo André travaille pour Schneider Electric en ce moment, donc comme quoi ça n'empêche pas. Voilà, d'autres sont encore en phase de réflexion. L'idée du programme ACT, c'est 2 choses. J'espère que vous l'avez ressenti dans cette présentation. Moi, quand je reçois les étudiants d'entretien, je leur dis apprenez d'abord à désapprendre. Tout ce que vous savez, vous l'oubliez. Vous partez là-bas, vous prenez le temps et l'opportunité qui vous est donnée de vous retrouver avec des entrepreneurs sociaux bien encadrés pour apprendre ce que c'est que votre métier d'ingénieur, pour aussi prendre conscience de ce que c'est que le monde extérieur, de ce que c'est qu'un pays en voie de développement, et tout ce qu'on peut faire là-bas, mais aussi ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le Cambodge, il y a aussi d'autres pays en Asie du Sud-Est, il y a aussi des pays en Afrique où on va se déployer dans le cadre du programme. Il y a aussi l'Amérique latine sur laquelle on va se déployer également. Donc, c'est vous ouvrir au monde
prendre vraiment ce temps pour mener une réflexion sur vous-même, sur ce que c'est que votre parcours, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous en êtes arrivé là, et puis éventuellement qu'est-ce que vous ferez demain. Mais dans tous les cas, participer au programme ACT, ça ne va pas vous dire exactement ce que vous allez faire après. Simplement, ça va, en tout cas on l'espère, vous faire revenir différent de ce que vous êtes en partant. Et si on arrive à faire ça, alors on a réussi. Je crois que je leur ai dit à tous quand ils ont passé les entretiens, qu'est-ce que c'est qu'un stage ACT réussi? C'est un entrepreneur social chez qui vous allez être placé qui va être content du travail d'ingénieur et du travail de conseil que vous lui apportez. Vous n'êtes pas un stagiaire à qui on donne les tâches, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, il va falloir vraiment se révéler dans votre métier d'ingénieur. Et c'est réussi aussi quand vous revenez, vous vous êtes posé des questions et vous avez évolué, vous avez changé d'un point de vue personnel. Je crois qu'ils vous l'ont tous dit. Après, ils ne l'ont peut-être pas tous dit de la même manière ou avec la même puissance. Mais un stage ACT réussi, c'est ça. Parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment vous poser des questions sur vous-même, vous poser des questions sur votre futur. Après, vous en poserez plein d'autres plus tard. Mais prenez ce moment-là pour vraiment vous poser les bonnes questions. Ce que vous n'avez certainement pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant parce qu'on vous a dit qu'il fallait aller là, puis les écoles d'ingénieurs c'est vachement bien, puis la prépa c'est vachement bien, et puis la terminale S c'est vachement bien, etc. Là maintenant, posez-vous des questions, découvrez le monde, ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos esprits, et puis revenez avec des projets, et vous les mettrez en œuvre et vous aurez beaucoup plus de facilité à les mettre en œuvre. C'est un acte réussi. Moi, je sais que, je me rappelle, quand je vous ai reçus dans mon bureau, là tous, les personnes que je vois aujourd'hui, ben, c'est pas les mêmes. C'est vraiment pas les mêmes, sincèrement. Vous ne les connaissiez pas avant. Moi, je les ai vus avant qu'ils partent et maintenant je les vois quand ils reviennent. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est un vrai bénéfice. Je pense qu'eux le ressentent. Ils le ressentiront peut-être encore dans les années à venir. Et dites-vous bien que tous les stages sont intéressants. Vous pouvez chercher des stages partout. Il y a plein d'entreprises qui proposent des stages. Par contre, tous ne vous offriront peut-être pas l'opportunité de vous amener cette réflexion sur vous, sur votre métier, sur votre avenir, puis sur le monde en général. Voilà, le programme ACT, c'est ça. C'est l'opportunité qui vous est offerte de vous poser ces questions-là. C'est une question plus financière. Comment vous avez fait financièrement pour aller au Cambodge et puis 6 mois? C'est bon. Donc en fait, avant de répondre à cette question, je vais d'abord donner un prérequis. Le programme ACT, c'est un programme sélectif, donc il y a une sélection. Il y a plusieurs phases d'entretien. Il y a des entretiens avec CVA, il y a des études de cas à faire, il y a plein de choses. Ensuite, il y a un entretien avec moi, puis éventuellement, il y a encore un entretien avec CVA pour la sélection finale. Donc tous les candidats ne sont pas retenus. Il y a des gens qui ont candidaté, qui ont passé les entretiens, qui n'ont pas été retenus. Ceux qui sont retenus, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas tout le monde. Donc comme ce n'est pas tout le monde, vous êtes rémunéré pendant votre stage, c'est-à-dire que vous allez être payé tous les mois l'équivalent d'une rémunération de stage, on va dire, basique en France, mais ce qui veut dire que là-bas au Cambodge, c'est quand même super bien, parce que le niveau de vie, c'est tout à fait la même chose. Donc ça vous permet de vivre, on va dire, assez correctement, après, je peux me tromper, hein. Assez correctement. Et pour certains d'entre vous, donc ceux qui partent dans le cadre du programme ACT sur un stage de cursus, donc sur le stage de PFE, ils sont éligibles à la bourse Explora. Donc s'ils ont la bourse Explora, la fondation ne finance pas les billets d'avion. En revanche, ceux qui partent en césure ne sont pas éligibles à l'Explora. Donc là, la fondation paye les billets d'avion à hauteur de 1 000 $ pour vous permettre de faire l'aller-retour et d'aller là-bas. Donc globalement, je ne sais pas si vous avez mis beaucoup de votre poche, mais j'imagine que vous avez quand même mis de votre poche pour bien profiter aussi de tout ce que vous avez montré, du pays, de la découverte et tout ça. Pour autant, pour la vie au quotidien, a priori, la Fondation pourvoira à vos besoins. Oui, ça couvre largement les dépenses quotidiennes. Et puis oui, pour moi personnellement, j'ai rajouté un peu pour tous les voyages, on va dire, quand on a été en Afrique. Mais au quotidien, ça suffit. Justement, pendant les 6 mois, est-ce que
vous avez beau avoir travaillé, avoir eu le temps de tout profiter, est-ce que vous avez assez de temps libre d'affilée, entre guillemets, par exemple, Paco a parlé d'une période de vacances, où justement vous avez le temps de voyager, d'aller voir les pays environnants, ou même le Cambodge en lui-même, parce que vous êtes resté là où vous étiez déployé pour votre stage? Ça dépend de chacun. Ça dépend vachement des entreprises en fait. Enfin, il y a des entreprises qui autorisent des vacances et d'autres non, j'ai l'impression. Il y a ce cas-là. Après, il y a aussi comment tu organises ta césure. Parce que moi, j'avais un gap d'1 mois entre mes 2 stages. Donc, du coup, je suis allé un mois plus tôt en Asie du Sud-Est. Oui, mais du coup, je veux dire, entre les 2 stages, c'était 2 stages CBA? Non. Non, voilà, c'est pour ça que je veux dire, une fois que vous êtes dans l'entreprise, je veux dire vraiment, une fois que c'est votre stage qui a commencé, du coup, vous avez le temps de profiter, ou justement, c'était vraiment l'endroit où vous étiez déployé, voir la vie environnante? À Naga, par exemple, ça dépend des entrepreneurs, mais à Naga, tu vas te mettre d'accord avec l'entrepreneur au début de ton stage, et lui, il nous autorisait 3 semaines de vacances pour nous ici. Okay. Pendant ces 3 semaines de vacances, en plus des nombreux jours fériés, donc en Cambodge, On les prend pas. on ne prenait pas des fois, on pouvait prendre, mais tu as le temps de voyager, de découvrir d'autres choses que l'environnement de travail ou l'environnement qui est juste autour du travail. Et puis ouais, ce qui se passe, nous on a tous été au Cambodge, et le Cambodge a un pays un peu particulier là-dessus, ils ont un nombre incroyable de jours fériés. Alors les entreprises les prennent ou pas, ça dépend des politiques des entreprises. Moi, par exemple, j'ai pas eu de vacances officielles, mais j'avais tous les jours fériés, ce qui m'a fait aussi des vacances, des jours fériés. Ouais. Il y a de quoi profiter, même sur un week-end, en fait, le Cambodge est un pays quand même pas si grand que ça, où il y a des transports, il y a certaines destinations où qui se font en bus de nuit, et du coup, voilà. Après, c'est chacun de s'organiser. Puis là, voilà, on parle du Cambodge, il y a des pays où ça se fait de la même manière, puis il y a des boutons de tous les cas, en général, on peut se débrouiller. Si, je vais rajouter des choses. Je parlais à la place de Mathieu Ranger, qui est là-bas. Quand il est rentré de son stage, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait du mal à se remettre au rythme de vie ici. Ça m'a rappelé un peu ce que Paco disait tout à l'heure. Quand vous êtes dans le cadre d'un stage chez un entrepreneur social, il faut bien vous rendre compte que le travail, ça fait partie de sa vie. C'est pas une entreprise au sens français où il y a les 35 heures et puis on s'arrête le vendredi soir à 17h et on reprend le lundi matin à 9h. Là, la vie de l'entreprise, ce sont des toutes petites boîtes, ce sont des startups qui ont une vocation sociale, donc ils y croient tous. C'est leur trip qu'ils ont mis là-dedans. Tim, il a quitté les États-Unis, il a tout plaqué pour venir monter sa boîte à Siem Reap. Il y en a beaucoup comme ça, ils ont vraiment lâché tout parce qu'ils y croyaient. Donc leur entreprise et leur travail, c'est leur vie. Donc forcément, quand on est dedans et qu'on y croit, parce que vous avez été sélectionné pour ça, vous avez aussi envie de vous y mettre. Et la différence entre la vie privée et la vie professionnelle, on a aussi du mal à la faire. Donc quand on revient après en France, où là on reprend un rythme classique, ça fait bizarre. Alors c'est pas forcément simple de rentrer dans ce modèle-là quand on arrive au Cambodge, et c'est pas forcément simple d'en sortir quand on revient ici. Donc ça, il faut le savoir, c'est un autre mode de fonctionnement. Ce ne sont pas les mêmes entreprises que les grosses entreprises auxquelles vous êtes habitués, dans lesquelles vous avez déjà pu faire des stages. C'est autre chose. Mais je dirais, si vous allez faire un stage chez un entrepreneur social à la porte à côté, parce qu'il y en a aussi à Grenoble, il y en a partout en France, vous verrez qu'il y a aussi ça. Parce que la vocation de ces entreprises et les gens qui portent ces projets-là, ils ont tellement à cœur que c'est un tout. C'est la vie professionnelle et la vie privée en même temps. Donc après, de dire il y a des congés, il n'y a pas des congés, oui, il y en a. Oui, il y a des opportunités de couper un petit peu, mais il y a aussi l'opportunité de vivre une expérience professionnelle qui est vraiment différente. Moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Personnellement, c'était ce que je disais quand j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. C'est que, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont, chef d'entreprise, j'ai envie de dire, c'est H24. Donc, même si là, c'est dimanche, c'est toujours dans un coin de leur tête et ils y vont pas au travail à recul en général. Donc, moi, personnellement, ça m'a vraiment motivé, ça m'a donné vraiment envie de travailler. Mais de ce côté-là, ça peut paraître ennuyant, en fait.
ça change tout. Moi, c'est plus au niveau de la langue. Vous avez pas eu des. Enfin, je suis allé dans des pays où vous ne parlez pas la langue, c'est quand même très difficile pour communiquer, pour. Le contexte social il est quand même bien plus compliqué. Il y avait qui parle anglais dans notre entourage en fait. J'aimerais bien savoir ça. Alors, est-ce que tu parles de l'anglais ou tu parles du khmer? L'anglais. Est-ce que toi, t'as La peur question, que les c'est- gens parlent pas anglais? Bah ouais, que ce soit dur de communiquer quoi. Du coup, ça on doit faire quelque chose. Il y a énormément d'experts là-bas. Du coup, il y a facilement des occidentaux qui parlent anglais avec les gens. Et après, au Cambodge, ça commence à se démocratiser de plus en plus. Il y a de plus en plus d'anglais. En tout cas, dans les couches sociales les plus aisées, il y a de plus en plus de gens qui parlent anglais. Du coup, c'est facile d'échanger avec eux. Après, effectivement, quand tu es dans un contact avec des populations plus pauvres ou dans des zones rurales, c'est clair que l'anglais, ça suffit pas. Enfin, il faut aller un peu plus loin que ça. Je pense que chacun de nous a essayé d'apprendre à étudier en 6 mois et avec le temps qu'il avait, quelques mots de khmer. Et après, on s'est débrouillé avec ça pour échanger de temps en temps avec des khmers qui parlent pas anglais. Et c'est un point intéressant dont tu parles. C'est quelque chose que j'ai découvert, c'est que rester 6 mois dans la forêt, donc il n'y avait que mon boss qui parlait anglais, il y avait les 4 autres qui parlaient un petit peu mais très peu anglais, et l'ensemble des 30 travailleurs ne parlaient pas du tout anglais. Et en fait, tu commences à comprendre que tu peux communiquer avec des gens sans forcément partager la même langue. C'est une autre forme de communication, tu apprends à connaître les gens par leur action au quotidien, en mangeant avec eux, en faisant toutes sortes d'activités, du sport, et tu arrives à lier des relations fortes avec des gens sans utiliser forcément la langue. Et après, forcément, au contact, tu vas avoir ton niveau de langue du cambodgien qui va s'améliorer, mais c'est quelque chose que je ne pensais pas faisable, alors que j'étais obligé de le faire, et ça a été fait très bien. Tu arrives à voir des aspects des personnes, de les comprendre, sans avoir 2 heures de discussion avec eux tous les jours. Moi, je n'ai pas travaillé directement avec des Khmers, mais lors d'un week-end, par exemple, c'était là, inventer un langage, en fait. On essayait de communiquer, moi je connaissais quelques mots, lui quelques mots d'anglais. Bon. Il me montrait quelque chose, déjà, c'est tu es un arbre. Lui il me répondait à un autre mot, peut-être qu'il avait compris, je lui montrais l'oiseau. Et bon, après, je lui répétais le mot qu'il m'avait dit, puis il comprenait qu'on parlait de l'arbre. C'est une forme de langage, c'est débrouillé. Et sur place, du coup, vous avez vu beaucoup d'expatriés enfin, est-ce que vous voyez souvent, vous connaissez déjà avant enfin, comment ça se passe, du coup vous avez beaucoup vécu avec les Cambodgiens, mais avec tous ceux des gens de l'étude ou pas enfin, qui vous voyez en fait? Avec qui vous vouliez tout le temps? Il y a 2 cas. Il y a ceux qui étaient à Phnom Penh et ceux qui n'étaient pas à Phnom Penh. Peut-être qui est la capitale. D'accord. Mais ça dépend des entrepreneurs. Alors, totalement différent par rapport à nos rencontres, nos activités. Tes activités vont définir les gens que tu rencontres, mais dans tous les cas, tu vas avoir, à part pour moi dans la forêt, tu vas avoir la possibilité de fréquenter des expats, de rester seulement avec les locaux, de faire un mix des deux, de rester seulement entre Français, de rester avec des Français qui sont plus dans le milieu des ONG. C'est vraiment à toi de... Nous, il n'y a pas une généralité sur qui on voyait. Je pense pas... Ouais, on rencontre la nationalité. Moi, par exemple, je vivais avec des Australiens et dans mes amis, j'avais des nationalités européennes que je voyais en dehors, et puis il y avait des Khmers que je côtoyais au boulot et que j'en voyais quelques-uns de temps en temps aussi en dehors. Et puis, c'est aussi un contexte où il y a des gens un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup d'espace, c'est vrai, au Cambodge, et on se retrouve assez vite aussi à en côtoyer. Et on a aussi des amis Khmers qui étaient là. Et, je sais pas si Mais après, souvent, on parle des locaux et des Khmers comme une seule et même personne. Mais à partir du moment où tu les fréquentes, tu vas voir qu'il y a autant de nationalités différentes que de types de Khmers différents. Il y a plus de Khmers quand même. Mais voilà, beaucoup de nationalités différentes, et autant de Français. Je dirais que là, c'est pas spécifique ni à ce stage, ni au Cambodge. Tu vas n'importe où dans le monde pour faire un stage international. C'est ton choix
choix de te mettre avec la population, d'essayer d'entrer en contact, ou de rester avec des expats, ou même de rester avec des Français. Je crois qu'on a tous eu cette expérience-là en allant à l'étranger. C'est soit on est ouvert et on tente des trucs, hein, comme on parlait de la cuisine, quand on arrive là-bas, si on prend le petit déjeuner mère le matin, on mange des soupes de nouilles et tout va bien. Et puis il y en a d'autres qui vont préférer l'American breakfast avec les toasts dégueulasses parce que le pain de nuit est dégueulasse. Bon, mais c'est pas grave. C'est chacun son style et charge à toi de savoir ce que tu veux. Si tu pars au Cambodge pour rester avec des Français que tu vas trouver sans problème, ou si tu pars au Cambodge pour faire autre chose, il y en a certains d'entre vous qui étaient dans des clubs de sport, il y en a qui faisaient de la boxe, d'autres du foot, et là c'est mélangé, ou bien que avec des mères. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, c'est ton choix. Et en plus de ça, c'est pas définitif. Enfin, moi, je vais pas arrêter de parler, mais je vais bientôt m'arrêter, mais genre, tu peux, t'es vraiment libre de changer, et c'est pas parce que tu vas traîner avec tel genre de personne pendant un mois que ça va durer les 6 mois. Du coup, moi, j'ai pas le sentiment de m'être fait vraiment des très très bons amis sur un an, mais c'est parce que aussi j'ai traîné avec plein de groupes différents. Des fois, c'est le hasard des rencontres. Non, mais dans le sens, je sais pas, c'est ça. Par exemple, moi, dans mon cas, il y a quelqu'un il y a une bénévole qui est arrivée au bout de 3 mois. Et après, il y avait une deuxième bénévole, et après, rapidement, on a formé un groupe d'amis, et c'était principalement des gens qui avaient des. Comment des backgrounds, des parcours différents. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Comme disait Valérie, c'est une question de posture. Il y a un restaurant, on allait souvent à Phnom Penh, et on était entre nous souvent. Et puis il y a Tim, un ami à nous, qui, au bout de 6 mois, j'apprends en fait qu'il a un ami là-bas, le gars qui garde les motos. Moi j'étais de mon jour de moins, je me reconnaissais, et lui, c'était devenu son pote parce que tout simplement, il s'était dit, tiens, ce soir, je vais aller manger tout seul, tac, je vais aller là. Et puis du coup, il commence à discuter avec ces personnes, et puis au fur et à mesure, là, il s'est fait des amis au même endroit où on allait, on a forcément connu ces personnes-là qui étaient ouvertes pourtant à la discussion. C'est une question de posture. Les amis de tes amis sont tes amis. Du coup, par rapport à l'année de césure, qu'est-ce que vous avez fait sur les 6 mois restants en fait, à part Je commence. Pour ma part, moi je suis partie avant. Avant, je suis partie 6 mois en Équateur. Et j'ai travaillé à l'ambassade de France d'Équateur sur de la planification d'événements. Voilà. Rencontre de partenaires. Je pourrais détailler plus tard. Moi, donc, j'avais fait une deuxième année en Islande. Mon stage de deuxième année, j'ai fait EDF à Grenoble. Parce que j'avais aussi envie de revenir un petit peu en France. Donc, j'ai passé, finalement, je l'ai prolongé, donc j'ai passé 6 mois. Tu vas me dire pourquoi des stages aussi différents, parce que moi, j'ai envie d'expériences complémentaires. Et j'avais aussi envie d'en apprendre plus sur ce que ça voulait dire travailler en France et ce que ça voulait dire travailler au Cambodge. Pour voilà, en fait, savoir ce que ça représente pour la suite. Moi, comme j'aime la technique, et que. Non, en gros, mon parcours mon projet de césure, c'était un peu vraiment de déterminer si j'avais envie de travailler plus sur des questions sociales, plus sur des questions techniques, du coup. Et du coup, mon premier stage, c'était d'aller au Cambodge avec CVA. Mon deuxième stage, j'ai rejoint une start-up en France pour tout ça. Programme. Voilà. Moi, je sais pas si vous l'avez dit, mais j'aime bien les études est. Je faisais un stage au Cambodge. Donc j'ai continué le deuxième année. Maintenant, c'est que si. Oui, ça n'a plus le même format que vous. Nous, on devait faire 12 mois de stage au total en inclusant le stage de ça. Et ça a changé l'année dernière, donc je crois que maintenant ça fait que 6 mois de stage et après vous devez faire associatif ou une formation ou quelque chose comme ça. Vous devez ça. Ça peut pas être les deux? Non. C'est sur Teams. Ouais, du coup, nous on devait faire une année de stage ou bien ne pas en faire du tout. Et maintenant c'est entre les deux, je crois. Désolé. Pour finir, après on pourra continuer à discuter informellement. On vous propose juste de vous montrer si ça serait bien. Parce que certains d'entre vous sont intéressés pour partir à cet âge, comprendre ou chercher cette procédure.
Et donc on va juste vous faire un petit point sur les stages qui sont proposés le prochain semestre et comment y candidater, même si Valérie a déjà fait un petit résumé tout à l'heure. Donc il y a un certain nombre de stages, donc les 7 premiers stages sont des stages du type de ceux qu'on a fait où on est dans une entreprise sociale accompagnée par CVA. Et CVA cherche aussi des consultants juniors, donc ça plus pour des PFE. Tout ça, ça se passe au Cambodge. Au niveau des secteurs d'activité, donc voilà, vous avez l'accès à des stages dans l'accès à l'énergie, à l'eau, le diesel qui est plus du type de ce que Rémi et Guillaume ont pu vous raconter, transformation de la coco, et cuisson améliorée et biomasse. Voilà. Tout ça, vous pouvez avoir plus de détails sur les offres de stage, elles ont été partagées sur l'événement, elles sont sur le site de CVA, et on les a imprimées là si jamais tu veux consulter ici. Et simplement, rapidement, pour vous refaire le point sur la démarche pour candidater, ça passe par une candidature en ligne avec lettre de motivation et CV sur le site de CVA. Les fins des candidatures sont pour les PFE sont le 1er décembre et pour les césures qui commencent en septembre prochain, le 1er février. Bon, ça fait de l'année, le 1er février. Et voilà, du coup, après au niveau du processus, donc ça, Valérie l'avait dit, il y a 2 entretiens avec CVA au début, un avec la Fondation INP et un avec l'entrepreneur social à la fin. Voilà, pour juste la partie un peu technique. Voilà, on vous remercie pour votre participation, pour votre venue, et on est là pour continuer à échanger si vous voulez discuter, voir un peu, à votre disposition. N'hésitez pas.